Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et oui, la vérité en face. Le Conseil français du culte musulman et sa dissolution est actée. Quelle organisation pour l'islam de France pour la remplacer? Et notre invité ce matin, c'est Philippe Diribarne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, sociologue spécialiste de la diversité et auteur de Immigrés de la République aux éditions du Seuil et de l'islam dans la démocratie aux éditions Gallimard. Oui, alors ce qui est important de redire pour les auditeurs, c'est pourquoi on passe autant de temps autour de l'organisation de l'islam en France. Il y avait eu cette création du CFCM, décidée par Nicolas Sarkozy, si mes souvenirs sont bons. C'est parce que il n'y a pas d'organisation, sinon donc on ne sait pas avec qui dialoguer pour pouvoir, par exemple, faire respecter la République en France et dialoguer avec les musulmans d'une façon générale, c'est ça? Je crois d'abord que ces organisations sont une tâche impossible. Ils sont pris en sandwich entre, d'une part, les exigences de la République, du gouvernement, qui entend que les musulmans respectent les règles françaises, etc. Entre, deuxièmement, les pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, qui interviennent de manière extrêmement forte. Et troisièmement, les organisations islamiques, la propagande, on l'a vu encore dans l'émission concernant la ville de Roubaix, dans lequel, qui entendent développer un islam, vraiment, il n'y a aucun rapport, au contraire, avec la République. Et au fond, les représentants, disons, du culte musulman, quelles que soient leurs orientations propres. Je crois que la mosquée de Paris et les frères musulmans n'ont pas tout à fait, disons, les mêmes visions de l'islam, sont pris dans ce champ de force. Ils veulent se brouiller avec personne. Et donc ils ne prennent aucune décision. Oui, parce que toute décision conduit à se brouiller, ou avec les uns ou avec les autres. Enfin, alors on voit, ils ont pris des grands risques autour de cette question de la charte, mais qui a fait un peu... Mais est-ce que ça veut dire que depuis le début, finalement, le CFCM n'avait aucune légitimité ? Il avait une légitimité au regard des pouvoirs publics, qui le voyaient comme l'équivalent du CRIF, etc. Mais auprès de la population, sur les musulmanes, ils étaient largement perçus comme des collaborateurs, des gens qui sont... des collaborateurs. Peut-être pour ceux qui sont plus près de l'islamisme rigoriste, mais peut-être pas l'autre catégorie de population. Est-ce que l'autre catégorie de population, les musulmans classiques, qui sont plus loin en fait des radicaux, eux ont envie d'avoir une organisation pour pouvoir s'arrimer un petit peu à la France, au pays, à la République? Les musulmans, il y en a beaucoup qui sont tout à fait bien intégrés, disons, dans la population. Ils ne s'intéressent pas tellement au culte musulman. J'ai eu l'occasion de discuter avec un d'eux, même quelqu'un de très brillant parmi eux, en lui disant, mais au fond, pourquoi vous n'organisez pas des mosquées comme des mosquées libérales, disons, comme il y a des synagogues libérales? Il m'a répondu, vous savez, nous... ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez, la mosquée, c'est les petites gens qui vont à la mosquée. Nous, les bourgeois ou les grands bourgeois, on est ailleurs. C'est pas du tout notre problème. Et donc ça, et du reste, il me disait aussi, au fond, les musulmans justement qui ont fait carrière, qui sont bien intégrés, etc., ne s'intéressent pas à la population musulmane en difficulté. Ils habitent pas au même endroit, ils mettent pas leurs enfants dans les mêmes écoles. C'est deux mondes qui sont différents. Mais est-ce que c'était justement pas leur rôle, justement, d'aller chercher tous ces musulmans qui sont peut-être en déshérence ou en errance religieuse, d'aller justement les former, de former des imams pour aller parler à toute cette population qui a besoin, visiblement, qu'on s'intéresse à eux? Oui, mais cette population, au fond, elle est alimentée par à la fois les chaînes du Moyen-Orient, une série de prêcheurs, dans une vision
justement, qui a une vision un peu grandiose, hein, qui est un formidable consolateur par rapport à leur situation, hein, qui est de dire, vous voyez, l'islam c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de conquérant, vous êtes face à un monde occidental qui est en perdition, sans conviction, dans lequel tout se dissout, la famille s'en va, etc. Et nous, vous voyez, nous les musulmans, hein, nous sommes autre chose, nous sommes des gens réellement convaincus, nous sommes des gens qui croyons à ce que nous faisons, et c'est nous, et disons, et nous avons quand même la promesse de Dieu de devenir ceux qui vont prendre le contrôle du monde. Alors, oui, mais ils auraient très bien pu mettre fin à cet islam consulaire, justement. Vous parliez du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie, c'est de là que viennent tous les problèmes. Je suis pas sûr, parce que on voit justement des musulmans de la catégorie bien intégrés, qui souhaitent un islam pacifique, bien intégré de la République, etc., qui disent, mais quand les gens venus d'Algérie, du Maroc, etc., qui eux-mêmes sont quand même, contrôlent pas mal leurs islamistes, si vous voulez. Enfin, l'Algérie a eu suffisamment de problèmes avec eux. Le Maroc, le roi du Maroc, je crois, très très hostile, si vous voulez, à cet islam radical. Donc, quand ils envoient des imams en France, ce sont des gens du juste milieu, comme dirait le roi du Maroc. Et donc, disent ces musulmans bien intégrés, quand ces gens de l'islam consulaire sont remplacés par des Français nés en France, qui ont passé une éducation en principe française, mais qui ont été biberonnés, disons, aux chaînes Internet radicales. C'est pas du tout, ça n'entraîne pas du tout, disons, un rapprochement, disons, des idéaux français, mais au contraire, ils s'éloignent encore plus, disons, que les pays, que les gens de l'islam consulaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, le gouvernement avait essayé de voir avec le Maroc, est-ce qu'on pouvait former des imams au Maroc, etc. Enfin, Bon, et donc, alors, ce CFCM, il a échoué véritablement jusqu'à présent pour pouvoir donner une force à l'islam, en fait, de France face donc à ces puissances, en fait, étrangères, et puis par rapport à ces populations et par rapport, en fait, à l'État français, quoi. Oui, il a échoué. Enfin, moi, j'aurais tendance à penser que quand même, il avait une tâche impossible. Oui, c'est ça. On peut pas. Je critiquerai pas les gens qui étaient. Donc on tourne la page. Donc c'est terminé. Voilà. Maintenant on passe avec ce nouveau forum. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce nouveau forum pour que il n'échoue pas, parce qu'il avait une tâche impossible. Mais est-ce que celui-ci, on peut lui confier quand même quelque chose qui sera possible, notamment par exemple sur la fameuse charte de la laïcité et beaucoup d'autres choses, quoi, des valeurs de la République, quoi. Alors, je crois que la difficulté qu'on a, c'est que toute une partie, disons, des musulmans sont d'accord avec ce type de charte et vraiment n'aiment pas l'islam radical. Mais regardez par exemple, je sais pas, il y a quelques jours, a été publié dans Le Monde une libre opinion d'un certain nombre de musulmans en principe qui disaient progressistes, etc., etc. Mais tout à fait, à la fin, disons, de l'article, il y avait une grande défense de la tenue islamique. Ouais. Et alors là, c'est vraiment la position, si vous voulez, des frères musulmans. Hein. La tenue islamique, on a vu la tentative de campagne, disons, de l'Union européenne autour de mon hijab, c'est ma liberté, etc. Bon. Et donc, au fond, ces gens, ils jouent un peu sur les deux tableaux. Parce que c'est clair que la tenue islamique, c'est quand même un marqueur de on n'est pas comme vous, on veut être décent, mais notre manière d'exprimer qu'on est décent, c'est pas la vôtre. Il y a des tas de femmes européennes qui sont tout à fait décentes, tout à fait pudiques, etc. Mais nous, on veut pas de leur, on veut pas de vos mains. C'est comme si vous disiez, on veut pas parler français, on veut parler une autre langue, etc. Alors, ils sont à cheval, disons, entre les deux. Alors,
comment ils vont arriver à s'en tirer? Et s'ils vont, alors je suppose que puisqu'il va y avoir de manière décentralisée, on va assister à une série de politiques différentes. Vous allez avoir depuis des endroits dans lesquels probablement, surtout dans des départements dans lesquels il n'y a pas vraiment d'islam, islamiste, etc., dans lesquels ils vont jouer, ils vont devenir des notables copains du préfet, de l'évêque, etc. Et puis vous en avez d'autres qui vont au contraire jouer la défense de l'islam dur. Et alors comment, et dans tout ça, comment le gouvernement va je crois qu'il y aura c'est un sacré défi. Ouais. C'est quand même un sacré défi. Allez, on va continuer avec vous, Philippe Diribarne, donc auteur de ce livre, L'islam devant la démocratie. Et justement, est-ce que c'est compatible d'ailleurs? Et Mohamed Louisi sera avec nous aussi. C'est l'ancien président des étudiants musulmans de France, pour lui demander si ça sert à quelque chose, si on peut mettre en place une organisation pour l'islam de France. Et évidemment, comme vous l'avez dit, cette ambiguïté, il y en a en fait toujours un peu. Et vous pouvez nous appeler et réagir aussi. 0826 300 300, vous êtes en standard. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face, 9h45. Quelle organisation pour l'islam de France pour la remplacer? Avec nous depuis tout à l'heure Philippe Diribarne, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, sociologue spécialiste de la diversité, avec 2 livres, en l'occurrence 3 même, Immigrés de la République aux éditions de Seuil et L'islam devant la démocratie aux éditions Gallimard. Et vous avez un film, un livre aussi qui s'appelle, le 3e sur l'islamophobie, intoxication idéologique. Voilà. Très bien. Et vos appels 0826 300. Et notre second invité ce matin, c'est Mohamed Louisi, ingénieur, blogueur, ancien membre de l'Union des organisations islamiques de France et ex-président des étudiants musulmans de France. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed Louisi. Bonjour. Merci. J'espère qu'on vous entend bien parce que vous êtes donc à distance. Est-ce que on a fait un petit peu le tour de la question là déjà avec Philippe Diribarne sur l'échec entre guillemets du CFCM, mais il disait finalement il était programmé cette émission un peu impossible. Alors là il va y avoir ce nouveau forum, le FORIF, qui va être mis en place demain, et c'est un défi quand même assez considérable pour la société française aujourd'hui et pour les musulmans. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il peut servir à quelque chose et pour être l'interface donc avec la société française et les musulmans en fait de France? Ma réponse est non. C'est un échec, c'est le constat d'un échec. Le FORIF, j'ai regardé en préparant cette émission un article publié en 2002 par Xavier Ternissien sur Le Monde. Et il était titré « Une décennie de tâtonnement », où il parlait depuis la création du CORIF en 1989-1990 par Pierre Jox, jusqu'à l'Istichara mise en place par Chevènement, et puis jusqu'à les préparatifs pour le CFCM. Aujourd'hui, on peut dire clairement que ce ne sont pas une décennie, mais 3 décennies. C'est 30 ans de temps perdu. Pour la seule et simple raison, c'est que la France, depuis 1989, elle a intégré dans sa solution le vrai problème. Et le vrai problème, c'est l'idéologie des frères musulmans et le salafisme. On a intégré les intégristes depuis la première version du Conseil de réflexion pour l'islam de France en 1989-1990. Et Pierre Mauroy, il avait appuyé Amar Lasfar, l'un des leaders des frères musulmans, qui était président de l'Union des organisations islamique de France, dans la réflexion depuis 1989. Donc on voit déjà depuis le début que au cœur de la soi-disant solution républicaine, il y avait déjà le problème, on a intégré les intégristes. D'accord. Donc alors ça, oui, mais alors bon, ça c'était hier, mais maintenant, et on peut peut-être avancer, essayer de changer les choses ou pas, Mohamed Louisi. Vous, je rappelle, vous êtes ancien président des étudiants musulmans de France, donc vous êtes passé entre guillemets par là, c'est-à-dire que toutes les discussions, les tractations qu'il peut y avoir, les tentatives d'infiltration, est-ce qu'on peut essayer de changer les choses ou alors c'est impossible? Mais alors si c'est impossible, que va-t-on faire, quoi? La question à poser, est-ce que l'idéologie salafiste, l'idéologie des frères musulmans, fait partie de la solution ou c'est-elle déjà le problème?
On a parlé de l'islam consulaire, les influences du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les influences de l'Arabie Saoudite, les influences du Qatar, les influences du parti d'Erdogan, les influences du Koweït. Tout ça, avec le pétrole à la clé. Pour moi, déjà, la première réponse, est-ce que cette idéologie fait partie de la solution ou c'est elle qui est le cœur déjà du problème? Ma réponse, c'est déjà, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. L'islamisme, j'entends dire l'islamisme radical, mais il n'y a pas d'islamisme radical. L'islamisme ou l'islam politique, c'est le problème. Et donc, aujourd'hui, si on ne tranche pas cette réponse, on va continuer. Quand on regarde, par exemple, le FORIF, les 4 sujets sur lesquels il va travailler. Il va travailler sur les aumôniers. On n'a pas bien compris, sur les aumôniers. Sur les aumôniers. Ouais. Les aumôniers de prison, les aumôniers des hôpitaux et les aumôniers, comment dirais-je, des armées. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on sait très très bien que ceux qui sont actifs sur ce terrain, une bonne partie, on a des frères musulmans connus des services de l'État. Il va travailler sur la formation des imams. Mais la question, avant de poser la question de la formation, il faut poser d'abord la question de quel islam parle-t-on? Quel est le substrat sur lequel on va former les imams? Cette question, si c'est pour reprendre le récit islamiste des frères musulmans et des wahhabites et le transmettre à des imams avec une version plutôt soft, c'est pas possible. Le troisième sujet, c'est l'application des règles du droit canonique. Est-ce qu'on imagine un instant qu'on est en train de faire des accommodements raisonnables avec les revendications de l'islam politique? Et le quatrième sujet, c'est le recensement des actes anti-musulmans. C'est-à-dire, on a fermé le CCIF il y a quelques mois, et là, on va outiller ce qu'on appelle malheureusement Islam de France par un outil qui va servir de propagande victimaire et qui va remplacer en lieu et place le CCF. Je pense qu'on part déjà sur quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Philippe Diribarne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat qui est particulièrement inquiétant, hein, parce que je vous écoute, Mohamed Louisi, et vous connaissez parfaitement ce sujet, bien sûr, et là, les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Hein. Oui, moi, Louisi dit les choses tout à fait comme elles sont. Oui. On a une ambiguïté sur les fondamentales, hein, autour du fait que l'islam, et les musulmans même le disent, hein, c'est à la fois une religion, dans le sens classique, dans ça, les cinq piliers, le jeûne, la prière, hein, la profession de foi, etc. Et c'est en même temps une organisation sociale et politique de la société, etc. Et que ce que font les frères musulmans, c'est au nom de la liberté de conscience, parfaitement respectable, hein, et du respect donc de l'aspect proprement religieux de l'islam. Ils font passer en contrebande, en l'habillant de liberté de conscience, ce qui relève en fait la construction d'une contre-société bâtie selon des principes, le refus de la liberté de conscience, pour le coup, le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes, le refus de la fraternité, puisque dans le sens qu'une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, et ça... et alors, toute l'ambiguïté, hein, c'est la capacité qu'ils ont et par rapport à laquelle, jusqu'à présent, les pouvoirs publics n'ont pas résisté, hein, n'ont pas dit, oui, là, votre religion... elle est couverte par la liberté de conscience, elle a toute sa place dans la République, mais votre tentative de construire une contre-société sur des valeurs contraires à celle de la République, là, non, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faut encadrer, par exemple, la gouvernance des formations des imams? D'ailleurs, on en parle, hein, Eva Janadin, qui est l'une des 3 imams en France, qui est islam libéral. Est-ce que ce ne sont pas ce type d'imams qui doivent être responsables de cette gouvernance et de cette formation des imams en France? Alors, oui, enfin, sur l'organisation, c'est comment sortir de ça. C'est pas facile. Hein. Non. Pas facile, disons, de sortir de ça. Parce que, justement, les imams, ils ont ce double rôle, hein, à la fois, donc, religieux et propagandistes politiques. Alors, si on commence à toucher, disons, la formation des imams, tout de suite, hein, il va y avoir scandale, comment l'islam dans un pays laïque, les pouvoirs publics se mêlent de choses qui relèvent de l'organisation interne des religions. Les pouvoirs publics n'ont pas le droit de faire. Alors, tant qu'on n'aura pas
dit clairement et définit clairement. Ça, effectivement, c'est l'islam religieux, on est d'accord, etc. Et c'est là qu'est la frontière. Ouais. Alors, pour le moment, sur les pouvoirs publics, on a tendance à dire, oui, mais c'est aux musulmans eux-mêmes de définir la frontière. Ce que les musulmans ne feront pas. Alors qu'il y a très bien moyen de définir une frontière objective. C'est que il y a deux critères. Le premier critère, c'est que dans l'aspect vraiment religieux, pour les hommes et les femmes, c'est exactement pareil. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits, les mêmes obligations, elles sont soumises, la prière, le monde, tout ça sont vraiment, le pèlerinage sont exactement les mêmes. Au contraire, c'est en matière sociale et politique qu'il y a un contraste énorme entre la situation des hommes et la situation des femmes. Donc, tout ce qui relève, disons, de ces systèmes sociaux et politiques peut être dit. Et le deuxième point, c'est qu'en matière religieuse, il y a vraiment une unité de l'islam mondial. Le ramadan commence au même endroit dans tous les pays, c'est pris de la même façon, c'est la même profession de foi, etc. Alors qu'au contraire, dans l'aspect social et politique, si vous prenez l'Afghanistan, l'Indonésie, le Mali, etc., il y a une énorme diversité, une énorme diversité. Donc, il n'est pas très difficile de dire ça. Effectivement, c'est votre religion que nous respectons, et ça, c'est votre tentative d'imposer un ordre social et politique que nous refusons. Mais pour le moment, les pouvoirs publics ne sont pas du tout engagés dans cette oui, Mohamed Louisi, l'un des objectifs, normalement, c'est de lutter contre le communautarisme aussi, quoi. Bien sûr que chacun soit renfermé un peu dans sa bulle. Et est-ce qu'on a l'impression, et quand je vous écoutais tout à l'heure, que c'est l'inverse qui va se produire? C'est ce que vous craignez, vous aussi? Je crains en fait qu'on est en train déjà avec les premières organisations, le CORIF, Istichara, CFCM et peut-être demain le FORIF, on a notabilisé des représentants de l'islam consulaire et des représentants de l'islam politique. On les a intégrés en tant que fédération, demain on va les intégrer en tant qu'individualité. Et donc le récit islamiste, il est en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, s'il faut un organisme pour gérer l'immobilier et le mobilier des mosquées, pourquoi pas? Une sorte de syndic de copropriété, pourquoi pas? Mais pour analyser, dicter la foi, il faut que l'État reste en dehors de tout ça et permettre à ce débat sur un islam, un autre islam qui soit apolitique, où le religieux soit relégué à la sphère privée, que ce débat ait lieu en France. Il y a des expériences, il y a des voix qui s'élèvent. Malheureusement, on ne les entend pas beaucoup, mais on entend la Grande Mosquée de Paris, on entend l'expérience de la Mosquée de Lyon qui va peut-être gagner en visibilité, sachant qu'elle est cofinancée par la Ligue islamique mondiale, serbienne. Donc là, il y a quand même des choix à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, aider le culte musulman d'un point de vue organisationnel des bâtiments, pourquoi pas, mais tout ce qui est contenu de la foi, il faut que le débat ne soit pas, on va dire, le sujet de la République française. Ce n'est pas son rôle. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed Louisi, d'avoir été avec nous, ancien président des étudiants musulmans de France, blogueur aussi, on vous suit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, et Philippe Diribarne, évidemment, avec tous vos ouvrages autour de l'islam, notamment pour la démocratie et beaucoup d'autres. Dans un instant, c'est Valérie Expert, on va parler des Jeux Olympiques, et on va, avec Philippe Candoléro. Exactement, voilà, sur la glace. Et nous, on vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi matin. Oui, les vraies voix ce soir autour de, évidemment, Philippe David. Demain matin, c'est Jean-Marie Bordry et puis toutes les émissions. Et ne ratez pas, 16h. Voilà, tournoi destination. 16h et dimanche. On va gagner un prono. Oui, un prono. Allez, je vois un 43-17. 43-17, bien sûr. Et vous? Pas mieux. Voilà. Ah bah non, attendez, non, c'est pas un score. Ça. Ok, je vais m'engager. Allez. 37-11. Pour qui? L'Italie ou la France? Patrick, c'est la France, bien sûr. Bon, d'accord, heureusement. 37-11, vous notez. Allez, ciao, ciao. Merci, John, et à toutes les équipes qui ont préparé ces émissions.